Yo les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. J'ai envie de faire une vidéo aujourd'hui au taf parce que je suis encore en train de bosser. Là je suis dans ma box directement et je dois faire une vidéo parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ouais, on attend ta vidéo pour le résumé complet. Donc je vais essayer de vous faire une vidéo du bureau, donc il sera un petit peu moins quali au niveau du son, comme si j'étais chez moi. Je pourrais pas mettre autant d'intensité, je vais parler comme si j'étais au taf. Comme ça, si jamais il y a des gens qui passent et qui ne savent pas de quoi je parle, ils peuvent s'imaginer que je suis directement au travail. Donc je risquerai de parler comme ça pendant toute la vidéo. Résumé complet qui nous permet un petit peu d'en savoir plus sur les événements qui ont amené à la construction de la Cross Guild entre Baggy, Crocodile et Mihawk. Je ne vais pas revenir sur l'intégralité des primes dont j'ai déjà énoncé les sommes et les montants durant ma vidéo que j'ai sortie hier. Aujourd'hui, on va se concentrer principalement sur la constitution de cette Cross Guild, qui est un petit peu le nerf de ce chapitre. Et puis on reviendra aussi un petit peu sur les événements qu'il y a directement sur le Vogue Mary, notamment sur les situations de Luffy que j'ai un peu du mal à comprendre, et sur les différents échanges des Mugiwara par rapport à leurs primes. On a donc des infos sur la création de la guilde. On savait très bien que c'était pas Baggy qui allait être à l'origine directement de cette création-là et qui allait prendre directement la tête de cette organisation. On se doutait bien qu'il y avait une entourloupe qui avait permis à notre célèbre clown de prendre un petit peu la tête et d'être nommé empereur. Et là, on a directement les événements, et les événements qui se passent directement après le call, l'information que tous les Shichibukai ont reçu suite à l'information que la marine a partagée, comme quoi les Shichibukai allaient être dissous. Vous vous rappelez, Baggy était directement sur son île, encerclé par des bateaux de la marine. On avait également la même chose sur l'île de Mihawk, où il était encerclé par les bateaux de la marine, et ils étaient prêts à en découdre, ils étaient prêts à se battre un petit peu, puisque la marine les a un petit peu piégés, les a pris à revers, a non seulement dissous les Shichibukai, mais a envoyé en plus des bateaux, des vaisseaux, pour pouvoir les combattre, pour pouvoir les détruire, peut-être même pour pouvoir les tuer. Je vérifie qu'il n'y a pas de gens qui passent, sinon ils ne vont pas comprendre que je passe du boulot à parler de One Piece. Et donc en fait on voyait Baggy qui était complètement terrifié, il transpirait, il se dit merde, ben, comment est-ce que je vais faire? Déjà que son poste de Shichibukai, il avait un petit peu eu par hasard, j'ai l'impression, grâce aux événements de Marineford et au fait qu'il ait discuté avec Shanks et qu'il discutait d'égal à égal avec Barbe Blanche, etc. Parce que comme c'était un ancien du bateau de Goliath, des Rogers, la marine ont cru que c'était quelqu'un de vraiment influent. Et à ce moment-là, il flippait parce qu'il allait être découvert de par sa faiblesse, aussi bien par la marine que par ses hommes. Et donc là, l'événement qui fait que Baggy a réussi à survivre avant même de construire directement cette Cross Guild, c'est que Crocodile était venu directement sur place, non pas pour se battre avec la marine, mais in fine, il va être amené à le faire, donc il va détruire les bateaux de la marine, mais parce qu'il pourchassait Baggy, parce que Baggy lui devait de l'argent. Donc on a une cause et une réelle raison par rapport à la dette de Baggy. C'est ce que je disais dans ma dernière vidéo. Moi, j'étais vraiment dégoûté du fait que voilà, Baggy avait encore une dette. Je pensais que ça allait être encore une intrigue que Oda allait développer directement pour nous mettre l'eau à la bouche. Mais non, là, voilà, on sait quelle était cette dette. C'était de l'argent. Il lui devait de l'argent. C'est ce que j'avais dit en plus dans ma vidéo. Il lui devait de la thune. Donc Crocodile vient la chercher. Sur le chemin, il voit la marine. Donc il détruit directement toute la marine. Et il essaye voilà, de choper Baggy. Et Crocodile, en amont, avait déjà contacté Mihawk pour lui proposer, sachant un petit peu qu'aujourd'hui la marine allait se retourner contre lui, pour lui proposer de le rejoindre, de s'organiser avec lui. Je sais plus pendant Marineford si de Doflamingo et Crocodile ils s'étaient croisés au bout d'un moment, et l'un avait dit à l'autre ouais, ce serait bien qu'on bosse ensemble. Je crois que c'est Doflamingo qui avait proposé à Crocodile de bosser ensemble. En tout cas, ça a peut-être fait germer cette idée dans l'idée de Crocodile, puisque il va directement voir Mihawk, et puis il lui dit bah voilà, pourquoi est-ce que tu voudrais pas qu'on s'allie, etc. Et je crois que Mihawk accepte parce que c'est quelqu'un qui désire être tranquille. On apprend d'ailleurs dans le background de Mihawk que c'est un chasseur de pirates, ça je l'avais dit, un chasseur de marine, ça je l'avais déjà dit avant, et le résumé complet nous apprend quelques informations qui devraient pas mal faire jaser les fans de Mihawk et les fans de Shanks, puisqu'il est dit, je crois, encore une fois, dans ce chapitre, avec la prime de Mihawk, qui est, je crois, de 3,359 milliards, que c'est l'épéiste le plus puissant du monde. Donc cette information nous est encore confirmée, même s'il a été dit maintes et maintes fois. Et la question qu'on se posait déjà et que j'avais dit dans ma dernière vidéo, c'est ok, d'accord, t'es l'épéiste le plus puissant du monde, mais quid de Shanks et de Roger qui se battent eux-mêmes avec une épée? Qu'est-ce qu'on fait de ces deux personnages-là qui sont hyper emblématiques et qui sont très certainement plus puissants que Mihawk, en tout cas c'est ce qu'on pensait, mais qui se battent avec une épée? Que vaut ce titre? Et donc on attendait à ce que Oda tranche cette question, et il le fait directement dans ce chapitre-là en expliquant que épée à la main, Mihawk est plus puissant que Shanks. C'est noté. Mihawk est plus puissant que Shanks. Pour le meilleur et pour le pire, c'est en tout cas le choix que Oda a choisi.
comment est-ce qu'il va construire son récit et la structure de son récit après ça, vu la puissance phénoménale de Shanks. Comment est-ce qu'il veut utiliser Mihawk? Là, très clairement, il veut l'utiliser comme l'un des antagonismes finaux, s'il lui donne plus de force qu'à Shanks, en tout cas c'est noté comme ça. C'est donc qu'il va leur remettre au cœur du récit ce personnage avec la même intensité, avec la même puissance, avec la même renommée qu'on avait avec la découverte du personnage dans le tome 4 où il est présenté comme l'épéiste le plus puissant du monde. On se dit oulala, dès qu'on voit ce personnage ça va être chaud. Il a été oublié pendant presque 100 tomes, si bien qu'on a tiré sur la comète et qu'on s'est dit, bah voilà, bah Mihawk, bah finalement, puisque tu ne vas pas être exploité par Oda, tu vas être une fraude. En tout cas, tu seras considéré en tant que tel tant qu'on n'aura pas de plus ample information. Et il se trouve que dans ce chapitre-là, en tout cas, Oda se mouille et nomme Mihawk comme un personnage plus puissant que Shanks le Roux. Donc, ok, pour moi, maintenant, vu la puissance phénoménale de Shanks le Roux, comment va être exploité le personnage de Mihawk? Qu'est-ce qui va être fait? Est-ce qu'on parle seulement de combat à l'épée? Est-ce qu'on met de côté la puissance du haki de Shanks, qui, je pense, est son arme la plus puissante, hein, son haki? Donc c'est peut-être comme ça que Oda essaie de s'en sortir, mais en tout cas, il prend directement une position ferme et écrite dans ce tome-là, en rentrant dans le détail et en comparant Mihawk et Shanks. On a donc dans le retour sur le présent les deux personnages que sont Mihawk et Crocodile avoir leur retour concernant une information très précise de la marine, c'est que la marine, sachant que ces trois-là s'étaient un petit peu organisés, ont placé Baggy à la tête, mais c'est pas du tout en fait ce qui s'est passé dans la réalité. C'est un coup de chance en fait. C'est une interprétation de la marine. La marine a interprété que Baggy était le chef parce qu'il était au milieu, et en fait c'est pas du tout le cas. Donc ils sont un peu vénères, Crocodile et Mihawk, qui sont un peu vénères parce que surtout Crocodile parce que c'est lui qui a l'initiative de cette organisation. Et là il se dit mec, je suis à l'initiative de cette organisation. Et là c'est Baggy qui récupère tous les lauriers. Donc ils sont prêts à le tuer, ils sont en train de le défoncer directement dans la salle, ils sont presque à le buter. On voit d'ailleurs une image par rapport à ça, il y a mon PC du taf, comme quoi je suis vraiment au taf. Je suis en train de faire une review de One Piece au taf. Et à partir de ce moment-là, on voit que les deux sont vraiment vénères, sont vraiment sérieux. Et en fait, au moment de le tuer, parce que Crocodile il en a marre de le parler, il veut directement le tuer, c'est Mihawk qui lui dit attends. Mais si on réfléchit bien à cette situation, en fait, le fait que la lumière soit sur Baggy et que c'est lui qui soit empereur, nous, ça nous permet de travailler directement dans l'ombre et de faire ce qu'on a envie de faire. Et comme Crocodile est un mafieux, il a un petit peu compris l'argument qu'a essayé d'expliquer Mihawk et il s'est dit, bah tiens, puisque Baggy est dans le devant de la scène, moi, je vais pouvoir faire mes petites affaires dans l'ombre sans jamais être menacé. À la base, Mihawk, il dit ça parce qu'il aime pas être gêné, il veut juste être tranquille. C'est même la raison qu'il avait donnée pour son titre Shichibukai. Il a dit, ouais, moi, j'ai accepté d'être Shichibukai pour être tranquille. Et in fine, apparemment, c'est cet argument qui va permettre à Baggy de rester empereur, puisqu'ils ont dit ok d'accord, on va te placer, suite à l'intervention de la marine, on va te passer directement à la tête de cette organisation Cross-Guild. Le truc que je voulais relever à ce niveau-là concernant cet épisode, c'est que en fait du coup c'est la marine qui nomme les empereurs. Moi je crois que c'était les journalistes jusqu'ici. Au début on n'avait pas vraiment d'informations sur la personne qui nommait les empereurs. Ensuite apparemment, c'est Morgan qui s'est prononcé en premier en nommant Luffy le 5e empereur. Donc on s'est dit c'est peut-être les journalistes qui nomment les empereurs. Et là finalement c'est la marine, puisque c'est la marine qui s'est trompée en voyant Baggy au milieu et qui l'a nommé empereur. On apprend que c'est la marine qui finalement nomme les Yonkou. Donc ça c'est un truc qu'on savait vraiment pas et que c'est intéressant d'apprendre et de connaître, hein, mine de rien. Donc voilà pour cette information-là. Plaisant de voir les différents personnages. On voit également Dazbon, hein, quand on voit Crocodile attaquer les différents navires pour pouvoir récupérer son argent, mais donc du coup sauver Baggy. On voit directement Dazbon avec. Et sinon on voit une réunion, mais ça fait plaisir en tout cas de voir les trois autres personnages. On va même Mihawk menacer directement Baggy avec son sabre, c'est assez plaisant. La dernière information qu'on a, c'est concernant les révolutionnaires. Comme je vous les ai dit, on va y avoir un appel de Sabo qui dit ouais c'est moi, machin truc. Et on a la position déjà de Dragon qui prend une position ferme. Sabo ne doit pas tuer un Tenryubito. Dragon est contre. Donc est-ce que Sabo va avouer oui j'ai tué finalement un Tenryubito? Est-ce qu'il va dire que je l'ai tué consciemment, je l'ai tué sans faire exprès? Est-ce qu'il va dire c'est pas moi qui l'ai tué, c'est quelqu'un d'autre, on essaye de me faire porter le chapeau et je ne sais pas c'est qui? Ou est-ce qu'il va dire directement c'est pas moi qui l'ai tué, c'est une autre personne qui l'a tué et je sais c'est qui? Dans ce cas-là, l'histoire va directement continuer, il y aura une altercation finalement entre les révolutionnaires et un autre groupe armé. On pense tous à Devon qui est capable maintenant de copier les apparences. Est-ce que Barbe Noire a envoyé Devon se déguisant en Sabo
pour pouvoir tuer un Tenryubito? Est-ce que c'est la marine qui, elle, a manigancé cela pour retourner la population? Et c'est pas du tout ce qui s'est passé parce que maintenant la population a un petit peu encensé, divinisé le personnage de Sabo puisque se sont mis derrière lui à faire n'importe quoi directement dans leur ville et dans leur village avec l'étendard de Sabo qui est maintenant l'empereur des flammes. Comment est-ce que les révolutionnaires vont gérer ça? Comment est-ce qu'ils vont gérer leur image? Comment est-ce que Dragon va gérer un petit peu la réponse que va leur apporter Sabo? Est-ce qu'il y aura finalement une scission entre les révolutionnaires? Ça va être hyper intéressant d'avoir la suite sur ça et je pense que l'arc final va finalement s'articuler sur la position que vont prendre les révolutionnaires suite à cette dissonance, peut-être, entre Dragon qui va vouloir prendre une route, Sabo qui va vouloir en prendre une autre. Est-ce que, si jamais Sabo explique que c'est pas lui, est-ce que Dragon va l'aider? Comment est-ce qu'il va faire pour l'aider? Comment est-ce qu'ils vont trouver la réelle identité? Et derrière ça, j'espère, bientôt dans le prochain chapitre, c'est de voir Barbe Noire, voir s'il est derrière tout ça. On sait très bien que Barbe Noire, on ne le voit plus depuis un certain nombre de scans. La dernière phrase qu'il a dit, c'est « Je ne peux pas laisser ça à la marine ». Est-ce que c'était qu'une feinte, une carabistouille pour envoyer Davon directement se métamorphoser en Sabo pour pouvoir commettre un meurtre au nom des révolutionnaires? Est-ce que c'est les informations qu'on va avoir? On verra directement par la suite. Je ferai une vidéo un peu plus détaillée quand je serai de retour chez moi demain, quand le scan sera sorti. Je vous souhaite une bonne journée les gars, n'hésitez pas à vous abonner, allez ciao!